Bonjour et bienvenue à cet épisode de Maître à l'écoute du Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, dédié à la prévention des poursuites en responsabilité professionnelle. Mon nom est Aurélie Lompré, je suis avocate aux activités de prévention au Fonds d'assurance. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de ma consoeur, Maître Guylaine Lebrun, avocate, coordonnateur aux activités de prévention au Fonds d'assurance. Bonjour Guylaine. Bonjour Aurélie. Bonjour et bienvenue à Maître à l'écoute. Pour cet épisode, nous souhaitons vous entretenir sur l'abus de procédure puisqu'il s'agit de l'une des fautes les plus régulièrement reprochées aux assurés du Fonds d'assurance. Ainsi, quoi de mieux que d'avoir avec nous la chef d'équipe du service du contentieux, Maître Patricia Timmons. Bonjour Patricia. Bonjour Guylaine. Bonjour Aurélie. Bonjour Patricia. Patricia, peux-tu nous parler un peu de toi avant d'entrer dans le vif du sujet? Certainement. Comme tu l'as mentionné, Guylaine, je suis chef du contentieux du Fonds d'assurance depuis janvier dernier, mais je suis au contentieux comme avocate plaidante depuis mon assermentation, soit 1997. J'y représente donc le Fonds d'assurance et les avocats poursuivis en responsabilité professionnelle. Je suis membre du conseil d'administration de l'Association du barreau canadien, Division Québec, et impliquée au sein de différents comités de l'ABC. J'enseigne aussi à l'École du barreau. Patricia, pourrais-tu brièvement faire un tour d'horizon des principales dispositions du Code civil du Québec et du Code de procédure civile du Québec en matière d'abus? Oui, bien sûr. On oublie souvent les articles 6 et 7 du Code civil du Québec qui mentionnent que toute personne doit exercer ses droits civils de bonne foi et que l'on ne doit pas exercer le droit dans le but de nuire à autrui ou de façon excessive ou déraisonnable. Puis pour le Code de procédure civile? Pour le Code de procédure civile, d'abord, on peut mentionner les articles 18 à 20 qui traitent notamment du principe de proportionnalité des actes de procédure. Ensuite, de façon plus évidente, là, il y a les articles 51 à 56 qui traitent spécifiquement du pouvoir de sanction des tribunaux en matière d'abus de procédure. Pour terminer le survol du Code de procédure, là, je soulignerai l'article 342 qui traite de la condamnation d'une partie au paiement des frais de justice lorsqu'il y a des manquements importants qui sont constatés dans le déroulement de l'instance. Quelle est la différence entre l'article 51 et l'article 342 du Code de procédure? Question intéressante. En fait, l'article 51 possède une vocation compensatoire, alors que l'article 342 est de nature punitive. Pour plus de précision, je vous invite à consulter deux décisions de la Cour supérieure, soit Leila Jet Limité contre Canada Inc. et Gagnon contre Audi Canada Inc. J'imagine que le Code de déontologie des avocats est un guide précieux vers lequel se tourner pour éviter de faire l'objet de reproches en matière d'abus. Absolument, absolument. En fait, il y a plusieurs articles du Code de déontologie qui touchent de près ou de loin l'abus de procédure. On ne les énumérera pas tous, mais certains méritent d'être mentionnés spécifiquement, soit l'article 41 qui prévoit que l'avocat doit tenter de dissuader son client d'exercer tout recours ou de déposer toute procédure qu'il estime abusif. Et il doit informer son client là, des conséquences et des risques possibles pouvant en découler. Et si le client persiste là, dans son intention, l'avocat devrait refuser d'agir et cesser immédiatement d'occuper. Il ne faut pas oublier aussi que l'avocat a également un devoir d'auxiliaire de justice. Le Code de déontologie impose à l'avocat des obligations qui sont incompatibles avec l'abus de procédure. Les articles pertinents à ce sujet, ce sont 111 à 118, toujours du Code de déontologie. Et finalement, l'avocat a aussi une obligation envers ses confrères ou la partie adverse. L'article 119 prévoit que l'avocat ne doit pas agir de manière à induire en erreur une partie ou son avocat ou à surprendre leur bonne foi. Patricia, nous venons de survoler le cadre législatif en matière d'abus. Maintenant, peux-tu expliquer ce qu'est l'abus? Oui, si tu le permets, j'aimerais m'inspirer de la définition proposée par les auteurs Baudouin, Moore et Laurier dans leur ouvrage La responsabilité civile, 6e édition. Alors, la mauvaise foi, l'intention de nuire, et la témérité, l'absence de cause raisonnable et probable, constituent des critères permettant d'établir un abus de droit en matière judiciaire. Par exemple, cela peut être quelqu'un qui est conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, mais utilise tout de même le système judiciaire comme s'il détenait un droit.
Cela peut aussi être une personne qui décide de mettre de l'avant une procédure, alors qu'une personne prudente et raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, conclurait qu'il n'y a aucun fondement à cette procédure. Merci. Afin de rendre le tout un petit peu plus concret, est-ce que tu aurais des exemples de ce que peut constituer l'abus de procédure? Si on revient à l'article 51, deuxième alinéa du Code de procédure, on y retrouve de manière non exhaustive des situations qui peuvent constituer de l'abus. Comme par exemple, le cas d'une procédure manifestement mal fondée, frivole et dilatoire. Par exemple, une action peut être mal fondée en raison de l'absence totale de droit ou de preuve. On peut penser à une personne qui tenterait de gagner du temps et déposera une défense dont les arguments sont tout à fait futiles. On peut aussi retrouver un comportement vexatoire, quérulent. L'utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable, de manière à nuire à autrui. Comme des amendements majeurs de dernière minute la veille du procès, dépôt tardif d'une multitude de nouvelles pièces ou encore de réclamer un dédommagement qui n'a absolument aucune commune mesure avec le préjudice qui aurait été réellement subi. Et finalement, le détournement des fins de la justice, entre autres, si le but est de limiter la liberté d'expression dans un contexte de débat judiciaire, les fameuses poursuites bâillons. En plus de ces exemples du deuxième alinéa de l'article 51, on en retrouve de nombreux exemples dans la jurisprudence, comme une négligence insouciante à mettre le dossier en état quand c'est une dormance excessive. Bien, ça, c'est équivalent à une présomption de préjudice. Ou bien lorsqu'il y a une déclaration sous serment mensongère pour une saisie avant jugement. Ou alors lorsque les motifs de rétractation sont tout à fait futiles, mal fondés à la lecture même, quand les arguments sont voués à l'échec. Un autre exemple, c'est lorsque les dommages moraux étaient excessifs, une réclamation d'1 million pour une allégation générale d'atteinte à la réputation. Ou finalement, une rédaction de procédure qui est en fait une surenchère, de l'enflure, 150 paragraphes qui n'est absolument pas nécessaire. On pourrait continuer longtemps parce qu'il y a quand même plusieurs décisions, mais je pense que ça donne une bonne idée des situations qui peuvent être considérées des abus. Absolument, absolument. Patricia, on sait que l'abus de procédure est un reproche régulièrement formulé contre les avocats. On en a parlé un peu plus tôt, mais qu'en est-il exactement? En fait, pour les 5 dernières années, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, c'est la 3e faute la plus régulièrement reprochée aux avocats. Ça constitue plus que 12% des dossiers traités par le Fonds d'assurance pour cette période de 5 ans. Tout de même, hein? J'aimerais maintenant discuter des sanctions imposées aux avocats lorsque ce sont eux qui sont à l'origine de l'abus. Le sujet m'apparaît sensible puisque l'avocat, lui, doit défendre les intérêts de ses clients et il doit donc faire valoir tout point de droit en leur faveur. L'avocat a aussi le droit d'accepter un mandat, même si le dossier est loin d'être gagné d'avance. D'un autre côté, l'avocat doit agir conformément à son devoir d'auxiliaire de justice. Tu as raison, Guylaine. En fait, il faut se rappeler que dans l'exécution de ses fonctions, l'avocat jouit quand même d'une immunité relative lorsqu'il s'adresse au tribunal ou lorsqu'il rédige des procédures. Il est primordial et dans l'intérêt de la justice que l'avocat puisse accomplir son mandat sans avoir peur d'être poursuivi ou condamné pour abus de procédure. Cela dit, les condamnations contre les avocats sont possibles en vertu des pouvoirs généraux des tribunaux, soit l'article 49 du Code de procédure. Je vous invite, les décisions intéressantes sont Riolo-Vaccaro et Mohamedi et finalement directeur des poursuites civiles et pénales contre Jodo. Quelles sont les sanctions qui s'offrent aux tribunaux? On peut penser à 2 principales sanctions. La première étant une condamnation aux frais de justice. Pour qu'un avocat soit condamné au paiement des frais de justice, la jurisprudence a établi des conditions, soit que les procédures soient marquées d'une présentation, d'une production de documents répétitifs et non pertinents et par des requêtes ou des demandes excessives. Il faut aussi que l'avocat ait usé de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais. La jurisprudence précise aussi que ce type d'ordonnance doit être appliqué avec grande prudence parce que, comme tu l'as mentionné, Guylaine, l'avocat a l'obligation de préserver la confidentialité de son mandat et de défendre avec courage même les causes impopulaires. Une deuxième sanction possible, et pas la moindre, c'est qu'un avocat pourrait être condamné au paiement des honoraires extrajudiciaires de la partie adverse.
On a parlé un peu plus tôt des articles 51 et suivants du Code de procédure. Est-ce qu'un avocat pourrait être condamné pour abus en vertu de ces articles-là? La jurisprudence est assez constante là, à l'effet que les articles 51 et suivants visent les parties seulement et non les avocats. Ce principe-là a été énoncé, entre autres, dans la décision NM contre PP et Place Dupuis fiducie commerciale. Mais comme on l'a vu, là, il est possible qu'un avocat soit condamné en vertu des pouvoirs généraux de 49 du Code de procédure. OK. Est-ce la même chose pour l'article 342 du Code de procédure? Est-ce que ça vise les parties seulement ou ça vise également les avocats 342? Ben, en principe, c'est la même chose pour 342. Là. Ça réfère aux parties et non aux avocats. À ce sujet-là, là, vous pouvez consulter les décisions Gagnon contre Audi Canada, Construction d'Urco, Boulanger contre Succession de Lemieux et les Ladjet limités. Cela dit, par exemple, il y a quelques décisions qui vont dans le sens contraire. Un tiers qui se sent lésé par le comportement d'un avocat, est-ce que ce tiers pourrait entreprendre un recours en responsabilité professionnelle contre cet avocat, même si ce n'est pas son avocat? Absolument, absolument. À ce moment, la responsabilité de l'avocat serait recherchée extra-contractuellement en vertu de l'article 1457 du Code civil. Mais évidemment, là, comme toute action en responsabilité, pour que celle de l'avocat soit engagée, le tiers devra démontrer une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. Mais par ailleurs, Guylaine, tu parles d'un recours d'un tiers, mais il ne faut pas oublier que le client dont le recours est déclaré abusif pourrait aussi poursuivre son avocat sur une base contractuelle, soit en vertu des articles 1458 et 2138. Parce qu'un avocat, là, parce qu'un client, pardon, là, qui non seulement voit son recours rejeté, mais en plus se le fait déclarer abusif, n'aura aucun mal à blâmer son avocat pour le résultat de sa cause. Là. Ce client pourrait donc prétendre que l'avocat ne l'a pas bien informé et n'a donc pas bien rempli son devoir de conseil à son endroit. Chère Patricia, cet épisode tire à sa fin et nous tenons à te remercier chaleureusement pour ta précieuse collaboration d'aujourd'hui. Ça a été un immense plaisir de pouvoir discuter avec toi. Merci. Merci beaucoup, Patricia, pour ta précieuse participation. Tout le plaisir est pour moi. Merci à vous deux. Nous espérons que l'information qui vous a été transmise aujourd'hui vous a été utile et nous vous disons à très bientôt pour notre prochain épisode. Merci à vous deux. Au revoir. Merci, au revoir.